Bonsoir à toutes et à tous. Personne ne pouvait imaginer pareil climat à 3 semaines des municipales. Ce premier retour aux urnes depuis l'élection de François Hollande a lieu dans les pires conditions. Chômage en hausse, sondage en berne et rumeurs incessantes de remaniement pour l'exécutif. Guerre des chefs et accusations de scandale financier à l'UMP. Du coup, Jean-François Copé se lance dans une vraie fausse opération main propre et on s'inquiète d'ores et déjà de l'abstention à venir. Bref, l'actualité politique est riche, faute d'être satisfaisante. Voici nos invités pour y réagir en direct. Jean-Marie Le Guen, député socialiste de Paris, Henri Guénaud, député UMP des Yvelines et ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Marion Maréchal-Le Pen, député Front National du Vaucluse, Jean-Pierre Mercier, porte-parole de lutte ouvrière et leader syndical chez PSA, Vanessa Schneider, journaliste au Monde, et enfin Alexis Brézet, directeur des rédactions du groupe Le Figaro. Vous avez la possibilité de suivre et commenter cette émission sur notre second écran, le site france-tv-info.fr. Vous y trouverez aussi des documents complémentaires pour approfondir notre débat. Et comme toujours, vous réagissez sur notre page Facebook ou sur Twitter. Et certains de vos commentaires sont donc diffusés à l'antenne. Henri Guénaud, la meilleure réponse de Jean-François Copé à nos confrères du Point est-elle vraiment de mettre la comptabilité de votre parti sous scellé? Pas sûr que ça soit la meilleure idée, mais je crois que ce matin, on a assisté à l'allocution de quelqu'un qui se sentait blessé, attaqué. Il y avait beaucoup d'émotionnel. Ah, mais vous savez, la politique, ça se fait avec de l'humain aussi. Ah, donc il a réagi à sa façon. Je pense que sur le fond... Parce que le président de l'UMP vient d'une façon ou d'une autre d'inventer la transparence sous scellé. Non, mais il y a deux choses. Vous voyez le paradoxe. Il y a deux choses. Il y a d'abord la question de ce qu'on appelle l'affaire Copé depuis que Le Point a publié cet article, dans lequel il faut reconnaître, moi je l'ai lu très en détail, il n'y a aucune preuve, rien de tangible. Ça ajoute encore d'ailleurs à un climat de suspicion généralisée qui n'est bon pour personne. Je crois que maintenant chacun doit faire attention avant de sortir des informations, pouvoir les étayer, d'être certain de son fait. Il y a des questions posées auxquelles on peut décider de répondre. Voilà. Oui, alors ça, jusqu'à présent, il y a aucune raison de le considérer comme coupable de quoi que ce soit. À lui de répondre aux accusations qui ont été portées. La question maintenant de la transparence qu'il a soulevée ce matin, qui pour moi est distincte de l'affaire dont on vient de parler, c'est autre chose. Je crois que, au fond, s'agissant des partis d'abord, l'essentiel est déjà dans la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les partis, l'activité des partis, le financement des partis est surréglementé et contrôlé. Il y a une commission nationale des comptes de campagne, il y a une commission nationale du financement de la vie politique. Les comptes des partis leur sont livrés. Les comptes des partis doivent être certifiés par 2 commissaires aux comptes indépendants. Bon, voilà, quand on dit on me les met sous scellé, c'est pas tout à fait exact, puisqu'ils sont de toute façon obligatoirement livrés à la commission du financement de la vie politique. Dans ce cas-là, ça veut dire que la proposition qu'il nous fait n'est pas franche. Je ne sais pas ce que soit sera. Soit ils sont sous scellés, soit ils ne le sont pas. Non, mais ils sont sous scellés, mais pas pour la commission pour la commission du financement des partis politiques, puisque c'est impossible, c'est une obligation pour les partis politiques. Je vous le dis autrement. Est-ce que vous pensez qu'il est objectivement victime d'une chasse à l'homme, comme il l'a dit ce matin? Mais la presse s'acharne sur lui. Je n'en sais rien. Qu'il y ait un acharnement, ça me paraît évident. Maintenant, est-ce que c'est une chasse à l'homme? Moi, je déteste de toute façon toutes ces opérations de lynchage. Tout le monde s'est engouffré dans la brèche, comme si on avait sorti un dossier parfaitement étayé avec des preuves. Bon, il faut qu'on sorte de ce climat de suspicion généralisée. Je l'ai dit déjà, il y a une espèce de folie de la suspicion qui devient extrêmement dangereuse pour la démocratie. Vous comptez voter les 2 propositions de loi dont nous a parlé ce matin Jean-François Copé, il faut les lire. Donc la première sur les partis, je ne sais pas ce qu'il a exactement en tête par rapport à ce qui existe aujourd'hui. C'est quand même étrange de riposter à une mise en cause personnelle par des propositions qui laissent entendre finalement que tous les partis trafiquent les comptes. Non, c'est ce que je suggérais ce matin. Moi, je dissocie totalement les deux. Il y a la question de sa riposte, de sa réponse personnelle à une attaque qui le vise directement. Oui. Et puis, il y a les 2 propositions de loi qu'on peut essayer de regarder sur le fond. Encore une fois, sur les partis, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire
de plus qu'aujourd'hui. Alors on peut tout publier, on peut publier tous les comptes des partis, des micro-partis. Aujourd'hui, c'est la commission de contrôle du financement de la vie publique qui en décide ce qu'elle publie. Bon, mais ils sont vérifiés, contrôlés. S'agissant en revanche des médias, moi, ma conviction est la suivante, je suis totalement opposé au principe de la transparence absolue. Je pense que la transparence absolue est absolument totalitaire, puisqu'elle détruit toute forme d'intimité, toute forme de... Oui, vous l'avez jugée dans le passé indécente et démagogique. Absolument, et je le maintiens. Et je dois dire que grâce au président de l'Assemblée nationale, M. Barthelon, on a évité le pire, c'est-à-dire de publier tous les patrimoines de tous les élus. Mais si on entre dans ce processus de transparence, comme on a commencé à le faire pour les élus, à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi on le fait pas pour les autres. Je ne vois pas pourquoi je subirais en tant qu'élu des leçons et des remontrances de la part des journalistes, de la part des médias, alors que les médias ne seraient pas soumis à la même obligation que moi. Alors, Jean-Marie Le Guen, le Parti socialiste doit-il rendre public sa comptabilité, par ailleurs certifiée chaque année, je le rappelle. Oui, par 2 commissaires indépendants. Oui. Oui, comme c'était rappelé, comme vous l'avez vous-même rappelé, les comptes des partis politiques, à partir du moment, et c'est bien normal, où ils reçoivent de l'argent public, sont extrêmement contrôlés. À la fois, ils sont pour partie publique et la partie, j'allais dire, moins publique, privée, tout simplement. Est-ce qu'on a bien fait les additions? À quoi correspond telle dépense? Et regardée par une commission nationale des comptes de campagne qui n'a été contestée par personne et dont le travail n'a été contesté par personne jusqu'à présent. Je crois on est à un niveau satisfaisant. Je pense qu'il ne faudrait pas dériver d'un problème sur lequel moi je m'abstiendrai de juger, la fameuse affaire Copé, pour commencer à poser le problème philosophique des partis politiques qui feraient des choses qui sont pas. Ce n'est pas le sujet. Par contre, je pense que cette affaire est en quelque sorte une péripétie qui vient d'une comète plus forte, qui a été tout le problème de la campagne de Nicolas Sarkozy, avec quand même une décision qu'on a presque oubliée maintenant, qui a été le rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Ce qui est un truc énorme au plan politique. D'abord parce que ça a coûté très cher à l'UMP. Ils ont été obligés d'organiser le fameux Sarkoton que tout le monde a presque en mémoire, je l'espère. Et en plus, c'est une décision très lourde au plan judiciaire. Imaginez que le président Sarkozy ait été justement élu président et qu'on se soit retrouvé avec un président dont les comptes auraient été invalidés. Donc on voit bien que si on rajoute à ça en plus les affaires Buisson, c'est-à-dire ce qui se passe autour des sondages et qui donne apparemment matière à investigation judiciaire. Moi, je ne fais que constater les choses, je ne porte pas de jugement. Je constate que toute cette trajectoire de la campagne Sarkozy a posé des problèmes de toute nature, des problèmes de nature apparemment juridique, de maîtrise finalement de cette campagne, de maîtrise même de cette campagne, et de transparence, je n'aime pas le mot, donc je ne le dirai pas, mais en tout cas de statut juridique des éléments de cette campagne. Et puis aujourd'hui, j'en termine d'un mot, oui. On est évidemment dans une situation politique, parce que Dieu merci, on n'a pas demandé, personne ne pense que cet article est à l'origine de tel ou tel socialiste, mais tout le monde entend bien qu'il y a un fumet de règlement de compte à l'intérieur de l'UMP. Le tout dans un contexte où justement il y a le problème de leadership. Donc on voit bien qu'il y a une affaire, il y a un climat politique, il y a une succession venant de la campagne qui continue à poser les problèmes, et tout ceci donc forme un paysage politique qui n'est pas stable, c'est le moins qu'on puisse dire. Je peux pas laisser faire l'amalgame entre des soupçons avérés ou non de détournement ou d'irrégularité, et puis la décision du Conseil constitutionnel sur les dépenses, de la campagne. De jugement moral d'abord vous venez de les accoler quand même. C'est quand même pas rien d'avoir un compte de campagne qui est rejeté. C'est-à-dire pour celui qui a la responsabilité de la campagne, excusez-moi, ça veut dire que, il n'a pas su maîtriser son compte de campagne. 2, on nous dit maintenant, dixit Le Point et dixit peut-être certains membres de l'UMP, que les dépenses et la nature des dépenses n'auraient pas été contrôlées par le même système de campagne. Je dis que tout ça, ça commence à faire beaucoup. Quand on rajoute à ça l'affaire Buisson,
il y a quand même des sondages dont on a dit qu'ils avaient été payés d'une façon anormale. Donc tout ça commence à faire beaucoup sur comment je fais une campagne. Or, nous savons tous, puisque nous sommes élus, et nous faisons extrêmement attention, avec un souci juridique considérable pour ne pas faire de bêtises. Voilà, je veux juste qu'on ne prenne pas l'émission en otage. On a un président de parti qui, ce matin, a tenu des propos très forts, qu'on peut contester et qui interpelle les autres formations politiques. Alors vous pouvez lui dire, faites le ménage chez vous. C'est un échappatoire, très honnêtement. Je voudrais juste qu'on puisse terminer ce tour de table. Marion Maréchal Le Pen, êtes-vous partant pour la transparence? Je crois que vous vous êtes abstenu lors du vote de la loi sur la transparence de la vie publique. Et comment réagissez-vous à ce qui fait polémique depuis maintenant 3 jours? Je crois que là, je veux vous rejoindre pour le coup, Monsieur Le Guen. Je crois que ça révèle quand même des problèmes internes, des guerres d'ego qui ne sont pas encore apaisées au sein de l'UMP. Le seul fait d'ailleurs que Monsieur Copé dise qu'il va mettre la transparence sur les comptes depuis 2007 est un petit peu révélateur de ce point de vue-là. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi depuis 2007, voilà, je sais pas. Je trouve que ça donne un indice, on va dire peut-être, sur le fait que je crois qu'il y a, à la campagne, à l'élection de Nicolas Sarkozy, un règlement de compte en interne. Il est vrai que les campagnes à l'UMP suscitent toujours des émois. Vous parlez du contre-jeté de M. Sarkozy, on se souvient un petit peu de l'histoire de la COCOE, donc c'est vrai que c'est pas la première fois. Après, concernant la transparence sur les partis politiques, très honnêtement, nous au Front National, ça ne nous poserait pas de problème, étant donné que nous sommes déjà épiés, contrôlés, surcontrôlés, notamment par différents médias, mais je crois que ce serait assez malsain. Le micro-parti de Marine Le Pen, Jeanne? Oui, je pense honnêtement que là-dessus, on connaît un petit peu les méthodes de Mediapart. S'il y avait dû y avoir quelque chose à révéler, ce serait fait depuis longtemps. En plus, ce micro-parti a déjà eu l'occasion d'œuvrer dans d'autres campagnes sans que ça pose de problème après le contrôle de la commission des comptes de campagne. Et en l'occurrence, je pense que c'est une mauvaise chose parce que ça risquerait d'entraîner des pressions, notamment sur les fournisseurs. Et je vous le dis franchement, puisque moi je vois déjà qu'il y a des pressions au niveau des colistiers au sein des municipales, donc je crains qu'avec cette transparence, ça puisse entraîner des dérives. Est-ce qu'on publie les comptes de lutte ouvrière, Jean-Pierre Mercier? Bien sûr, et si vous voulez parler de transparence, écoutez, je vais être le seul à défendre la transparence maximale, totale, y compris les contrats commerciaux que peuvent passer les grands partis avec des agences de communication, avec des groupes de médias, avec des agences de sondage, qu'on puisse réellement contrôler tout ce qui se fait, tout ce qui est payé, et contrôler, après, qui c'est qui peut contrôler tout ça? Moi, je pense qu'il faut que ce soit les salariés de ces agences de communication, de ces agences de pub, etc., qui doivent contrôler exactement les contrats commerciaux, les comptes, exactement l'argent, où est-ce que ça vient, d'où ça part, combien a été payé cette agence. Et vous savez, c'est quand on voit ça d'en bas, on est écœuré de ses comportements, écœuré de ses valeurs qui sont défendues. Quand on voit Copé qui arrive à voler son propre parti, d'après ce qu'on lit dans la presse. Écoutez, parce que ce sont des suspicions suggérées par Le Point, suspicions qui devront être avérées. Monsieur Calvi, moi je vous rejoins complètement. Quand on pense qu'on est honnête et quand on pense qu'on est innocent, on met tout sur la table. On ouvre les livres, on publie. Et on tourne en ridicule Le Point. C'est pas du tout ce qui a été fait. Au contraire, il met ça sous scellé. Très franchement, pour moi, l'affaire est faite. Maintenant, ici, les 3 partis en présence sont tous connus des affaires de corruption, des affaires de détournement d'argent public, tous, y compris, y compris le Front National, et y compris quand j'entends, quand je me rappelle que Marine Le Pen, lors de sa campagne présidentielle, a voulu se faire rembourser 2 nuits d'hôtel d'un palace niçois à hauteur de 1 400 €. 1 400 €, moi, c'est ce que je gagne par mois. C'est ce que gagnent les ouvriers à PSA par mois. Vous voyez, quand elle peut claquer deux nuits dans un palace niçois qu'elle voudrait se faire rembourser, ça par l'argent public, oui, c'est des comportements qui nous écœurent. Et il faudrait qu'à un moment donné, un jour ou l'autre, les travailleurs, ils arrêtent de leur faire confiance à ces 3. Vanessa Schneider, Jean-François Copé dénonce une chasse à l'homme. Qui sont les chasseurs dans cette histoire? Non, Jean-François Copé fait surtout une manœuvre de diversion, ça a été dit, puisque tout ce qu'il propose est déjà effectif dans la loi, que la vie publique est extrêmement réglementée, beaucoup plus qu'il y a 30 ans. Il y a eu plusieurs lois successives
pour réglementer la vie publique et le financement des partis. Donc tout ce qu'il propose existe déjà. Pas Donc, pour les journalistes. Pardon ? Pas pour les journalistes. Non, je parle pour la vie des partis et le financement des partis politiques, mais vous vous trompez parce que pour les journalistes, il fait allusion aux aides à la presse qui sont totalement publiques, qui sont même consultables sur le site du gouvernement. On peut savoir exactement quel journal reçoit quoi de l'État. Oui, donc tout ça, il jette un espèce de voile d'opacité qui n'existe pas et qui justement alimente cette suspicion généralisée dont nous sommes victimes autant que vous auprès de l'opinion publique. C'est une manœuvre de diversion d'un homme qui est un peu aux abois. Jean-François Copé, c'est quelqu'un qui a été accusé de tricher à des élections internes, ce qui est une accusation extrêmement grave. Il l'a payé extrêmement cher en termes de sondage. C'est un des hommes politiques les plus impopulaires. Qui est néanmoins à la tête du premier parti de France. Une situation très compliquée pour lui. C'est quelqu'un qui pensait se refaire un petit peu, qui d'ailleurs remontait légèrement dans les sondages ces dernières semaines, et qui pensait qu'à l'occasion des municipales, il pourrait apporter la preuve que, un, il avait réconcilié son parti après la guerre Fillon-Copé, dont il est sorti extrêmement abîmé, et deux, pouvoir afficher des résultats satisfaisants et d'apporter la preuve qu'il avait remis un parti sur les rails. Et là, lui tombe dessus une accusation autrement plus grave que celle de tricherie, qui serait celle du voleur, ce qui est évidemment catastrophique pour lui. Ce sont des accusations dont il est très difficile de se remettre, même si on a vu que certains hommes politiques arrivent à se remettre de tout. C'est fréquent. Mais voilà, donc c'est un homme qui est aux abois, dans une situation extrêmement compliquée, qui est assez peu défendu par son parti. On parlait des fillonistes qui, vous l'évoquiez, avaient eux-mêmes évoqué, Fillon le premier, lors de la campagne interne, avait évoqué ces fameux contrats avec Big Malion, avait aiguillé la presse sur un certain nombre de pistes concernant ces contrats un peu opaques, mais pas uniquement les fillonistes. On voit bien qu'il y a une gêne générale et qu'aucun ténor du parti est venu à sa rescousse. Donc c'est quelqu'un qui est dans une situation extrêmement compliquée. Rapidement, s'il vous plaît. Ma question qui était qui sont les chasseurs, c'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer la malintention d'origine? On peut répondre ou pas ce soir? Non, moi je pense pas à un complot de François-Olivier Gisbert et Dupont pour abattre Jean-François Copé. Je n'y crois pas. Ni des adversaires au sein de l'UMP? Il y a un certain nombre de suspicions qui existent depuis plus d'un an, qui ont été en effet évoquées par un certain nombre de personnalités de l'UMP, plutôt des fillonistes, il est vrai, auprès d'un certain nombre de journalistes qui se sont mis à enquêter et qui visiblement, certains estiment avoir trouvé des choses. Alexis Brézet, on se demande pourquoi il a réagi aussi violemment, parce que les Français voient les choses assez normalement. C'est pas la première affaire de ce type, elle n'est pas réglée, on n'a pas les tenants et les aboutissants, et pour l'instant, on accuse simplement des proches de Jean-François Copé d'avoir peut-être surfacturé des organisations de meetings. Je le dis avec les termes les plus simples. Et on se dit que ça ne méritait pas une réponse aussi disproportionnée qui donne à tout ça un caractère, alors là, pour le coup, événementiel. Vous avez sans doute raison, à mon avis, c'est le nœud de ce qui, à mes yeux, est une erreur politique de la part de Jean-François Copé. Alors vous dites pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Je pense que, Henri Guénaud l'a dit, c'est parce qu'il est meurtri, il est blessé, il y a une part instinctive dans sa réaction. C'est un homme qui estime sincèrement qu'il est accusé injustement et qui, du coup, par des victimes d'accusations infondées et qui, du coup, a des mots très durs contre notamment la presse, qui, moi, pour le coup, cela ne me choque pas. Après tout, il me paraît normal que les journalistes ont le droit et parfois le devoir de critiquer les hommes politiques, que les hommes politiques critiquent les journalistes, ça me paraît normal. Les journalistes ne sont pas au-dessus du débat. Donc ça, c'est pas ça qui me gêne. En revanche, je pense qu'il commet, en donnant cette affaire l'importance qu'on voit, et le fait qu'on en discute comme ça, il commet une erreur, parce qu'il la place au centre du débat. Vous avez raison, c'est pas si énorme que ça. Il aurait tout intérêt à parler des municipales. Il espère se refaire sur les municipales. Et il y a cette mise en scène, les drapeaux bleu, blanc, rouge, mes chers compatriotes et tout ça, pour parler d'une histoire de surfacturation d'un meeting ou de deux meetings. C'est vrai que ça me paraît totalement disproportionné et donc maladroit. Ça, c'est pour la forme. Et puis pour le fond, on l'a dit, mais je vais le répéter, essayer différemment. Les propositions qu'il fait, ces fameuses propositions de loi qui peut-être un jour seront déposées, encore que, me paraissent pas tellement tenir la route. C'est vrai que sur le financement de la vie politique, on l'a dit, mais il faut insister dessus. Il y a énormément de contrôle. Cette fameuse commission du financement de la vie politique, elle publie tous les ans un bilan, un compte résultat de tous les partis, de tous les micro-partis. Accessible à tout le monde. Et non seulement elle publie ça, mais elle reçoit de la part de tous les partis. Il n'y a que la synthèse qui est accessible par tous. Voilà. Mais elle reçoit un document qui fait une centaine de pages,
Donc c'est pas tout à fait rien. C'est pas toutes les factures, mais enfin 100 pages, c'est quand même pas rien. Qui est accessible. On en publie un, nous, sur le site du Figaro.fr, on publie celui de l'UMP. Donc ça existe, ces trucs-là. C'est quand même pas tout à fait rien. Alors, on peut toujours dire qu'il en faut davantage, mais si déjà on respectait les conditions de transparence qui sont imposées, ça serait déjà pas si mal. Et quant à l'affaire des aides à la presse, enfin s'appuyer sur le fait que la presse reçoit des aides pour expliquer que les dirigeants de la presse doivent être soumis au même régime qui chagrine tant Henri Guénaud pour les hommes politiques. D'abord, ces aides à la presse publique, elles sont publiques, c'est ce que disait Rachel Schneider. Elles sont publiques, tout le monde peut les consulter. Et puis d'ailleurs, on peut en parler. Si on en parle, on se rendra compte qu'en vérité, elles n'entrent que pour très peu dans les ressources, notamment des quotidiens. L'essentiel de ces fameuses aides sont des aides indirectes, qui sont des aides à la Poste, des aides à Presstalis, qui ne rentrent pas dans les caisses des journaux. Donc les journaux, qu'il s'agisse du Monde ou du Figaro, il n'y a même pas 1% de leur chiffre d'affaires qui est alimenté par ces fameuses aides. Ce sont des avantages pour ces journaux qui peuvent leur permettre notamment d'être vendus moins cher. Enfin, c'est de l'argent qui rentre rentre. Comme tout un tas de secteurs de l'économie française qui reçoit des aides de l'État. C'est toujours moins que le cinéma. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien de dissimulé. Bon. Non. Voilà. J'ai été le rapporteur à l'Assemblée de ce genre de budget. Si vous voulez, on peut faire un débat là-dessus. Non, surtout pas. Et quant à dire surtout pas. que les journalistes ou les dirigeants de presse sont comme les élus, il y a juste une différence, c'est qu'ils ne sont pas élus. Ils n'ont pas d'électeurs à qui ils doivent rendre des comptes et ils ne gèrent pas. Mais ils ont un pouvoir. Ils ne gèrent pas de fonds publics. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse parfois trop à votre patrimoine, à vous, hommes politiques? C'est parce que vous gérez des fonds publics et que parfois tort, il y a le soupçon que vous pouvez utiliser à votre profit ces fonds publics. Les journalistes ont 1000 défauts, mais pas de pouvoir prendre les fonds publics. Il y a une remise de dette de 4 millions d'euros à l'Humanité ou que le Mediapart ne paye pas sa TVA depuis maintenant plusieurs années. On peut quand même estimer que ça peut entraîner en effet une forme de clarification sur En tout cas, alors que c'est avéré, il est tout à fait normal d'en parler. Il est absolument normal d'en parler. On peut d'ailleurs. De même qu'on discute du budget de France Télévisions. On peut en discuter. Alexis Brézé, les hommes politiques, ils sont soumis à des contrôles et à des règles extrêmement strictes. Ce que je conteste, ce ne sont pas les contrôles et les règles, c'est la mise sur la place publique, par exemple de leur patrimoine, mais je suis d'accord avec vous. ou de l'activité de leur Donc vous n'êtes pas d'accord avec la proposition de votre président de parti, qu'il veut que tout soit mis sur la table, y compris les patrimoines des journalistes. Il veut le patrimoine des journalistes, après avoir refusé de voter la proposition de loi socialiste. Je suis pareil. C'est un peu paradoxal, malgré tout. Non, mais non. C'est une radicalisation nihiliste. Non, il y a un peu de ça. Moi, j'avais même proposé à l'époque qu'on demande à tous les Français d'afficher leur patrimoine. Mais ça, c'est la politique. Mais ça fait rien. C'est intéressant de voir quel type de société on fabrique à partir de ce genre de règles. Oui, vous poussez à l'absurde une règle qui est contestable pour montrer son absurdité. Voilà, pour que les gens, vous avez réussi, c'est absurde. Pour que les gens qui donnent des leçons aux autres se trouvent dans la même situation et comprennent à quel point cette règle est absolument délétère. En tout cas, vous avez refusé de voter la loi de décembre 2013, donc je serais impatiente de voir ce que vous allez voter pour la loi Copé. S'il y a une loi... Mais il ne la votera pas. S'il y a une loi qui oblige les journalistes à votera pour les journalistes à présenter leur patrimoine, je la voterai, puisqu'on a soumis les hommes politiques à ce genre pas tout à fait, mais on fera pareil. Moi, je suis pour que tout le monde soit pareil. Tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir... Alors aussi les médecins, les directeurs tout d'hôpitaux, les hauts fonctionnaires, comme ça, tout le monde se rendra compte à quel point c'est délétère. C'est totalement délétère. Tout ça, c'est mon avant-dernier mot croisé. Une société qui se fonde sur ces règles de suspicion, qui fait une véritable loi des suspects, est une société qui va très mal. Henri Guénaud, on voulait juste vous faire remarquer. Vous avez tenu ces propos en disant la transparence absolue est totalitaire. Et pour tout vous dire, je pense que vous avez raison. On vous fait juste remarquer que dans une situation où on est en train de lui poser des questions, le président de l'UMP nous répond de façon maximaliste par rapport à ça. Peut-être ce qui a le plus choqué, et notamment les adhérents, les sympathisants de l'UMP, c'est que vous avez quand même levé 11 millions d'euros pour payer en partie les prestataires de services de l'UMP qu'on accuse maintenant de surfacturation. Monsieur Calvi. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème? Et j'ajoute, pardonnez-moi, je termine ma question, tout le monde savait pour Jean-François Copé, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas participé au Sarcoton, c'est ce qu'a dit le député filloniste Lionel Tardy. Oui, écoutez, Lionel Tardy est responsable de ses propos, je ne vois pas sur quoi il s'appuie pour dire ce genre de choses. Et pour rebondir sur les propos de Vanessa Schneider, ça n'est pas catastrophique que pour M. Copé. C'est catastrophique pour l'UMP. Oui, bien sûr. C'est catastrophique. Surtout à 3 semaines des élections. Pour tous les gens qui ont donné... Parce qu'on a créé... De toute façon, un soupçon, il en restera forcément quelque chose, même si c'est infondé, même si on n'arrive pas à porter les mains. De la même façon que le soupçon de triche a laissé des traces.
pour tout le monde. C'est-à-dire c'est catastrophique pour toute la classe politique. Pour en revenir au fait, on peut avérer demain que ces meetings ont été montés très rapidement, avec efficacité et professionnalisme, et dire c'était cher, mais finalement on trouve une raison. Mais, vous comprenez ce que je veux dire? Mais donc si on fait la clarté sur le financement de tout ça, je ne vois pas pourquoi la polémique durerait. Mais je suis d'accord. Je pense qu'il n'y a pas lieu à polémique. Et s'il y a des preuves, si effectivement on se rend compte que c'est exorbitant, alors ce sera encore plus désastreux pour tout le monde. Mais pour l'instant, on est dans la suspicion. Et je trouve que chacun devrait faire preuve d'un esprit de responsabilité suffisant pour ne pas mettre en péril tout l'édifice de la démocratie, parce que regardez le climat de notre pays, regardez où on en est. Le tous pourri est un désastre. Or, tous les hommes politiques, cher monsieur, ne sont pas pourris. Tous les partis de gouvernement ne sont pas des partis pourris. Il n'y a pas des corrupteurs et des corrompus partout. Et c'est pas en instituant le système des soviets qu'on va purifier la totalité de la vie politique. Contre les travailleurs pour leur faire leur poche. Voilà, c'est ça le problème. Et quand vous êtes à la mangeoire, quand vous êtes à la mangeoire, vous tapez dedans. Et bien sûr que vous détournez de l'argent public. Non, je vous permets pas. Non, je vous permets pas. Vous pouvez peut-être pas me permettre, mais je le fais quand même. C'est que vous avez tous connu des affaires de scandales financiers, parce qu'on ne vous contrôle pas. Et Lutte ouvrière est un modèle de transparence. Vous êtes incontrôlable. Lutte ouvrière est un modèle de transparence et ça lui donne le droit de faire la morale à tout le monde. C'est une plaisanterie. Bien sûr, moi je gagne 1 400 €. Et si vous voulez, on peut mettre chacun de l'autre côté notre fiche de paye. Moi je l'ai dans la poche. Vous l'avez, vous, dans la poche? Moi, je l'ai dans la poche. Non, je l'ai pas dans la poche. Moi, la transparence totale, je suis pour. Voilà. C'est ma fiche de paye. 1 400 €. La mienne, elle est connue. C'est la même que celle de... Parce que mon patron, comme tous les patrons en France, ils savent le patrimoine de tous leurs salariés. Parce que nous, effectivement, les revenus. Mais vous savez, donc on ne connaît pas complètement les comptes de Hello. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Ça, c'est une affirmation mensongère. Ça a été dans la presse aussi. Alors, si vous avez que le mensonge pour vous défendre, c'est quand même catastrophique. Je demande à la presse de regarder tout ça. Mais ça, je vous comprends bien. En tout cas, moi, ma fiche de paye, je la mets sur la table. Vous pouvez pas la mettre. Mais si, elle est connue. On n'a pas attendu ce soir. Dites la rémunération des députés est parfaitement transparente. Annoncez le patrimoine, le patrimoine de la fortune privée de votre famille. De votre famille. Allez-y. Vous savez, ma famille, elle n'est pas milliardaire. Elle n'est pas milliardaire, ma famille. Le salaire des élus, il est connu et reconnu. Je veux dire, c'est pas. Mais je ne vous parle pas des salaires. Moi, je vous parle de la personne. fortune, du patrimoine, de tout ce qui a été mis de côté. Comment vous gagnez votre argent? Moi, c'est ça dont je vous parle. On va passer au municipal. Moi, j'ai aucun problème avec la transparence, monsieur. Vous savez pourquoi? Moi, j'ai trouvé même qu'elle allait pas assez loin dans ce sens, qu'elle aurait dû s'étendre beaucoup plus largement qu'aux députés, parce que les députés ne sont pas des exécutifs. Et je crois que justement, pour que cette solution soit cohérente, il n'aurait pas fallu la restreindre aux députés qui ne gèrent pas de budget, mais aller beaucoup plus loin et l'appliquer notamment aux maires des petites communes qui ne sont pas soumis aux mêmes règles justement de déclaration de patrimoine, qui eux gèrent des budgets, eux gèrent de l'argent public, et où en effet le risque est quand même beaucoup plus important de voir des détournements. Donc moi j'ai pas de problème avec ça, donc m'agressez pas, j'ai aucun souci. Jean-Pierre Mercier, juste une remarque que je voulais vous faire, c'est on peut souhaiter une société où il y ait évidemment plus d'équité. Je comprends très bien ce que vous venez de nous dire, mais on ne peut pas préjuger de la qualité d'un homme ou d'une femme ou de son honnêteté en fonction de son patrimoine ou tout simplement de sa fiche de salaire. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, et c'est de la politique qui mène quand il est au pouvoir. Et quand on voit le comportement... Écoutez, excusez-moi, quand on voit le comportement depuis des décennies des partis qui se relaient au pouvoir, que ça soit de la gauche ou que ça soit de la droite, ou que ça soit le Front National quand il a géré des municipales à Vitrolles, à Orange, à Marignane, etc. Il y en a certains qui ont eu quand même des peines de prison avec sursis. Écoutez, on est en droit de toute façon d'être écœuré par tout ça. Parce que quand on est en bas, nous, les problèmes qu'on a à gérer, écoutez, à PSA, les problèmes qu'on a à gérer, c'est qu'on est en train de se battre simplement pour garder notre pause de travail de 10 minutes. Aujourd'hui, à Mulhouse, par exemple, la direction veut la réduire à 8 minutes pour 8 heures de travail. C'est ça qu'on est en train de gérer, c'est ça qu'on est en train de se battre. Et on entend des millions qui nous volent par-dessus la tête. Mais écoutez, quand on regarde ça, c'est évident qu'on ne peut plus vous faire confiance. C'est évident qu'on ne doit plus vous faire confiance. Mais ils sont où les millions là? Monsieur Le Gouen, moi-même, où ils sont nos millions? Mais écoutez, Monsieur Copé, si vraiment il est innocent, qu'il mette tout sur la table. Copé, moi je m'appelle Monsieur. Oui, mais vous êtes de son parti. Alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec lui, peut-être que vous vous sentez mal en ce moment, vous êtes le plus mal à l'aise aujourd'hui parce que c'est votre parti qui est en pointe sur les affaires. Mais écoutez. Bien sûr qu'il y a des millions qui volent au-dessus de nos têtes. On le sent que de toute façon, quand vous arrivez à la mangeoire,
vous en Arrêtez troquez. avec ces Qu'est-ce que vous voulez mangeoires. que je vous Pourquoi dise? vous pensez que vous avez le monopole de la défense de la classe ouvrière et des classes populaires? Mais enfin... Qu'est-ce moi, que je vous en n'ai connaissez de la pas classe hérité ouvrière? d'un centime. Qu'est-ce que vous en croyez que j'ai connaissez oublié des d'où je venais, ouvriers? moi? Vous croyez que j'ai oublié d'où je venais? Est-ce que vous êtes devenu alors? Vous Est-ce avez que je suis complètement- devenu? Alors là, par contre, vous avez oublié de ce que vous êtes devenu. Non, j'ai oublié ni ce que je suis devenu, ni d'où je viens. Jean-Pierre, Voilà. merci. On passe au municipal. Les candidats socialistes semblent avoir de sérieuses raisons de s'inquiéter, Jean-Marie Le Guen. Pensez-vous pouvoir éviter une débâcle? Je vous pose la question très simplement. Écoutez, je pense que les citoyens français... Dans le climat qui est le nôtre par ailleurs, oui, et que rappelait il y a je vous quelques instants réponds. Regueno. Les citoyens français, le climat est ce qu'il est, il n'est pas bon, y compris la gauche. Nous avons noté que nous avons des sondages qui sont négatifs. Je pense que pour beaucoup de gens qui sont ici, il y a matière de toute façon à s'inquiéter. Parce que nous sommes dans une société qui va mal et où le moral est tout à fait atteint, et je pense que les discussions qu'on vient d'avoir à l'instant ne vont pas forcément le relever. Donc je pense que nous avons des efforts à faire, mais je n'y reviendrai pas. Je vous parle là maintenant des élections municipales. Les gens votent pour les élections municipales de plus en plus, tout simplement pour savoir quel est le maire, quelle est l'équipe municipale qui va s'occuper des problèmes essentiels de leur vie quotidienne. Et donc, ces Français... Exactement ce que nous disaient les élus socialistes qui espéraient prendre les mairies lorsque Nicolas Sarkozy était au pouvoir. Hein. Mais je ne dis pas le peux vous dire contraire. qu'il y a, Non, mais d'abord, il y a un les discours élus... de qui est dans la majorité. Non, Oui, si. mais écoutez, nous verrons dois bien. nous le faire Parce que remarquer. le problème de savoir si aujourd'hui ce que je dis, je ne fais pas des prévisions, j'essaye d'analyser. Moi, je ressens, vous me demandez mon témoignage, Oui, absolument. c'est ce que je ressens, c'est ce que me disent mes électeurs, ce que je vois avec d'autres collègues. Je pense que les gens ont suffisamment d'ailleurs de difficultés aujourd'hui pour être très attachés à ce qui va se passer dans leur environnement le plus proche, c'est-à-dire au plan municipal. Vous avez raison. Et ils ne voient pas l'intérêt d'exprimer leur mécontentement vis-à-vis du Parti socialiste. Ils ont compris que par les sondages, par les discussions que nous pouvons avoir, ce mécontentement est exprimé, il est notoire. Pourquoi Vous savez ce qu'on vous qu'ils se reproche? privent? Est-ce que vous êtes lucide? Est-ce que vous savez ce qu'on vous reproche? Oui. Le chômage, les couacs, les impôts. Et tout ça, bien évidemment, nous avons notre part de responsabilité. Moi, je ne dis pas du tout le contraire de tout cela. Et évidemment, on peut parler de la politique nationale. Maintenant, si vous me demandez pourquoi dans une collectivité territoriale, je m'intéresse à telle équipe, parce que j'ai confiance dans ce maire ou dans cette équipe municipale, parce que j'ai une politique municipale qui m'apporte des crèches, une construction de logements, un environnement plus général qui est positif, eh bien là, je pense que les Français veulent répondre d'abord à cette question, parce qu'ils sont soucieux non pas de faire de l'idéologie ou de la théorie politique, mais parce qu'ils veulent vivre mieux dans les conditions qui sont les leurs. Et ils votent Là, vous pour me parlez des de gens vos dont ils aspirations. pensent. Peut-être pas de la réalité, tout simplement. Je ne crois pas. Vous me posez la question. Oui. Je ne crois pas à l'idée que pour des élections municipales, ça sera sur d'autres élections qui sont très loin d'eux, peut-être que le vote est plus politique nationale. Mais là, je crois que pour des élections municipales, les gens votent pour ce qui les concerne très directement. Et bien sûr, il y a un effet de démoralisation qui peut exister, par exemple, vis-à-vis de certains électeurs de gauche. Mais parce que la situation est difficile. Mais je pense que c'est un effet mineur par rapport à l'intérêt majeur qu'ils ont à désigner les gens qui vont avoir la responsabilité de leur vie quotidienne. Et ils savent que ce n'est pas en ne votant pas pour un bon environnement municipal que François Hollande, que Jean-Marc Ayrault ou que qui que ce soit d'autre aura un message plus ou moins fort. Je ne le crois pas. Je crois que ce que dit Jean-Marie Le Guen, c'est ce que disent tous les représentants des majorités dans toutes les élections municipales ou locales quand ils sont au pouvoir. Et qui sont quasiment toujours sanctionnés. Et c'est ce que disait la droite en 2008 en disant mais nous on aura un microclimat, la question c'est pas le pouvoir, c'est l'implantation de nos maires. On a de très bons maires. Et puis la droite a perdu. Ce qui est vrai aussi, parfois. Mais n'empêche que la droite en 2008 a perdu 60 villes. En 2008, avec un Nicolas Sarkozy qui était là que depuis un an, beaucoup moins impopulaire que François Hollande aujourd'hui à l'époque. En 2001, c'est ce qu'on disait aussi à l'époque de Jospin. Non, mais c'est pas. Et nous avons gagné Paris. Vous avez gagné Paris. Oui, vous avez gagné Paris et Lyon, mais vous avez perdu 60 villes par ailleurs. Et donc malgré tout, ça a été une vague bleue. Donc ça veut dire que si on a fait le compte, c'est même pas vrai parce que c'est des évolutions sociologiques de l'électorat. Mais écoutez, ce sont aussi des vous allez plus loin que ça. Alors je vais aller plus loin. Est-ce que je peux monter? Il y a aussi des évolutions sociologiques. On a contrario du tout si vous voyez venir une vague bleue. Non mais attendez, mais après. Pas encore Marine. Non, mais on peut bleu pour l'instant. Après. On a fait une recension de toutes les élections municipales dans le Figaro depuis 1958. Il y en a eu 9. Sur 9, 7 sont un démenti
généralement cinglants pour le pouvoir en place. C'est pas de vous, c'est pas les autres, c'est comme ça. Les élections municipales sont généralement le lieu d'une sanction. 7 sur 9, vous allez me dire, c'est pas 100%, il y a encore un petit espoir. Je ne vous dis pas que dans une ville où le rapport de force politique est 51-49, l'ambiance actuelle va aller dans le sens de la majorité. Mais ce n'est pas vrai de l'ensemble des collectivités territoriales. Et vous verrez que des villes qui sont aujourd'hui, par exemple Lyon, que je sache, n'est pas une ville qui est, évidemment, et vous mettrez qui est très à droite, qui est très à gauche. Eh bien, je pense que Gérard Collomb sera élu et assez largement à Lyon. Vous ferez comme en 2001, vous mettrez en avant quelques grandes villes, mais n'empêche que en profondeur, excusez-nous, si on n'a pas Lyon et Marseille, il n'empêche qu'en profondeur, il y aura une évolution. Ma question, c'était est-ce que vous annoncez une vague bleue? Je crois qu'il y aura une victoire de l'UMP qui n'est pas forcément le résultat d'une adhésion, qui sera, je crois, enfin à mes yeux, le résultat de l'abstention des électeurs de la gauche qui sont déçus parce que François Hollande n'a pas tenu ses promesses sur le chômage, sur les impôts, sur le pouvoir d'achat, sur les questions de société. Et donc ces gens-là n'iront pas voter. Et mécaniquement, c'est toujours comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de raison que cette fois-ci soit différent. Avec malgré tout un pouvoir qui n'a pas eu une réussite exceptionnelle, qui n'est pas exceptionnellement populaire. Donc il n'y a pas de raison que cette fois-ci ça fasse exception à la règle. Vanessa Schneider et ensuite Henri Guénaud, Marion Maréchal Le Pen, Jean-Pierre Mercier nous disent qu'ils appellent à un vote de sanctions nationales sur le plan politique. Vanessa Schneider. Oui, nous on a pointé à peu près 85 villes au monde qui basculeraient de la gauche vers la droite. Il y a un effet assez mécanique puisque la gauche avait engrangé un certain nombre de collectivités, donc mécaniquement elle va en reperdre. En effet, il y a toutes ces villes à 50-50, je pense à Reims, mais à d'autres villes, des villes qui basculent un coup à droite, un coup à gauche, et pour lesquelles, évidemment, l'effet national joue. Après, il y a des villes où ça ne joue pas du tout, avec particulièrement les maires de grandes villes, avec des personnalités fortes qui se prévalent d'un bilan, qu'il soit de gauche ou de droite. On voit un Juppé à Bordeaux qui vote nationalement à gauche et qui s'apprête à voter massivement pour Alain Juppé. Et même dans ces villes-là, on observe des décrochages. C'est-à-dire, on voit bien que le candidat socialiste qui espérait, il espérait pas battre Juppé, mais il espérait un petit peu sortir la tête de l'eau, là, a dégringolé de 10 points dans les sondages ces derniers mois, parce que comment convaincre un électeur de gauche d'aller voter pour un candidat dont il sait qu'il va être battu, alors que par ailleurs, il désapprouve le bilan du gouvernement. Donc il va avoir évidemment, oui, mais c'est vrai à Nice également. À Nice, le candidat socialiste est en dessous de 15%. C'est pas une ville de gauche, Nice, je suis d'accord, mais en dessous de 15%, c'est quand même une raclée monumentale. Vous diriez que certains de vos candidats pourraient mieux figurer. Même dans je pense qu'il va y avoir évidemment un décrochage de certains candidats socialistes dû à la situation nationale, ça c'est une évidence. Et puis ensuite, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est pour ça que moi je nuancerai un peu ce que dit Alexis Brézet, ce qui est beaucoup plus difficile à évaluer, c'est évidemment l'abstention qui croît de scrutin en scrutin sur les municipales, qui était de plus de 30% aux dernières municipales et qui va probablement progresser. Et là, tout va se jouer entre le différentiel d'abstention. Est-ce que les électeurs UMP, avec tout ce qui se passe à l'UMP, tout ce qui se passe depuis longtemps à l'UMP, depuis près de 2 ans, est-ce que l'électeur UMP va vouloir se mobiliser, ou est-ce que, comme l'électeur socialiste, il va se dire non, à quoi bon, ou alors se reporter sur d'autres formations? Vous appelez un vote Donc il y a une vraie incertitude. En dépit du fait que les élections soient effectivement municipales, comme vient de le rappeler Jean-Marie Le Guen. Je ne sais pas si véritablement il y aura valeur de test, parce que je pense quand même qu'il y a une spécificité pour ces élections municipales. Après, on guette le front. Surtout que vous n'avez pas assez de listes. C'est la première fois que le Front National peut obtenir de très bons résultats municipaux. Indépendamment du Front National, de test ne serait-ce que pour la droite ou la gauche, parce que c'est vrai qu'il y a des spécificités dans ces élections. Néanmoins, ce sont les premières élections après les législatives, donc c'est vrai qu'il y aura, je pense, un vote qui sera influencé par le national. On appelle à un vote sanction, mais simplement parce que, la gestion au niveau municipal, elle n'est pas très différente de celle qui est mise en place au niveau national par la gauche. C'est-à-dire qu'on le voit dans une grande partie des villes socialistes. De manière générale, il y a un recours assez facile à l'impôt, aux augmentations d'impôts, l'augmentation des dépenses de fonctionnement, souvent d'ailleurs en doublon avec les intercommunalités. On voit favoriser le communautarisme, notamment. Donc je veux dire, il n'y a pas de rupture, si vous voulez, entre les positions nationales et les positions... Vous savez que ce n'est pas spécifique aux villes de gauche. Non, ce n'est pas spécifique. Voilà. Vous avez tout à fait raison, mais je veux dire, il n'y a pas de rupture, si vous voulez, entre les deux gestions. Il y a une cohérence. Le député maire socialiste, il ne va pas recourir facilement à l'impôt au niveau national et puis avoir une politique totalement différente au niveau local. Donc pour ces raisons, c'est assez logique, oui, d'appeler à un vote sanction parce que malheureusement les deux gestions se recoupent.
Combien de villes espérez-vous conquérir? Est-ce que vous pouvez le dire? Alors, on n'a pas d'objectif chiffré parce que c'est très compliqué. Ça va beaucoup jouer dans l'entre-deux tours, du maintien ou non des candidats. On sait d'ores et déjà que dans certaines villes, vos je ne espoirs? citerai pas qu'il y a des... moi, j'espère... De toute façon, on ne peut que faire mieux, puisqu'on part de 60 conseillers municipaux. J'espère qu'on en aura une petite dizaine, mais c'est un espoir. Après, on aura, ça c'est une certitude, plusieurs centaines de conseillers municipaux. D'ores et déjà, on est en situation de faire mieux que les municipales de 95 par rapport au nombre de listes. On est présent dans plus de la moitié des villes de plus de 10 000 habitants. Donc, clairement... Vous n'avez jamais été aussi présent. Voilà, c'est vrai que là-dessus, le Front National... Très peu, hein, vous avez... Oui, de très peu peut-être. En 95, vous avez dit déjà 490 400, listes, oui, c'est ça, à peu près 95. Mais et vous aviez gagné 3 on fait quand même beaucoup mieux. Je crois qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à caricaturer en disant oui, mais vous êtes présent que dans 500 villes sur 36 000. Mais il faut savoir que les partis politiques ne s'invitent, de manière générale, que dans les villes de plus de 10 000 habitants. Donc là-dessus, c'est quand même une réussite. Dans beaucoup de villes, on n'a jamais été présent, c'est le cas pour la première fois. Donc c'est vrai que le Front National va probablement créer des surprises. Et je pense qu'on peut espérer gagner plusieurs villes. Juste une précision, il y a un effet mécanique qui est le seuil des 10%. Oui. Qui, évidemment, favorise actuellement, si on en croit les sondages, le maintien de certains candidats Front National et donc des élus supplémentaires. J'ai envie de Le vous dire maintien encore de tout heureux, candidat, dont les candidats Front National qui sera en mesure de le faire, bien que sûr. le Front National puisse quand même, vu l'importance du Front National, se présenter aux élections municipales et se maintenir en deuxième tour. Henri Guénaud, que répondez-vous? Je pense que vous y avez fait allusion il y a quelques instants, mais je vous pose la question plus directement. Que répondez-vous aux électeurs qui vous disent on a tout essayé, la gauche, la droite, rien ne marche, maintenant on va essayer le Front National, notamment au municipal? Alors, au municipal, on ne me dit pas cela très fréquemment. Moi, je me déplace en France, je fais des réunions publiques, je rencontre des gens. Les gens ne parlent pas beaucoup de cela à propos des élections municipales. Je pense que l'expérience le montre. Un tel rejet, une telle colère, une telle déception se retrouvera forcément dans les urnes, comme à chaque fois. Dans quelle proportion, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ce rejet se manifestera peut-être un peu aux élections municipales et sans doute beaucoup à d'autres élections. L'élection municipale n'est pas, par exemple, l'élection municipale n'est pas le meilleur instrument de l'expression de la colère populaire. Voilà. Il y aura une expression, mais jusqu'où je n'en sais rien aujourd'hui. D'ailleurs, quand on regarde les sondages, il n'y a rien de très convaincant. Hein. Et puis il faut se méfier des sondages il faut à cause précisément de l'abstention qui fait que les sondages, les sondages ne mesurent pas l'abstention. Non, puis en plus c'est fait sur des échantillons, ils sont faits sur des échantillons qui sont quand même assez faibles en général. Mais en revanche, je ne sais pas ce que va être le résultat ou l'expression de la colère ou de la révolte dans les élections municipales, mais je pense que les élections suivantes, si ça ne s'est pas exprimé massivement dans les élections municipales, ça s'exprimera dans les élections suivantes. Et qu'est-ce que vous voulez que je leur dise, sinon qu'effectivement depuis 40 ans, on n'a pas réussi à empêcher un certain nombre de dérives. On n'a pas réussi, par exemple, à vaincre le chômage de masse, et que le chômage de masse est en train de détruire la société. On n'a pas réussi à régler de façon satisfaisante l'évolution du pouvoir d'achat. On n'a pas réussi à régler la fameuse fracture sociale dont on a tant parlé en 1995. Au contraire, les fractures se sont aggravées et il faut comprendre la colère des gens et il faut l'entendre. Alors, simplement, la seule réponse qu'on peut leur apporter, c'est nous de forger un discours et de forger un projet qui réponde à cette attente. Alors, bon, les partis comme le Front National, je ne parle pas de lutte ouvrière, Vous ne comparez pas, tendance... Non, ça fait le même... Non, mais M. Mercier ne serait pas content non plus que je fasse la simulation. Bon, mais simplement, il y a des partis qui expriment d'abord la colère, et puis il y a des partis, c'est vrai, qui ont été confrontés à l'épreuve du pouvoir. L'épreuve du pouvoir, elle est terrible depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Faites attention, vous allez appeler à voter socialiste. Non, pas du tout. Je veux dire simplement que les gens qui ont exercé le pouvoir savent qu'il faut trouver des réponses et que ces réponses ne sont pas toujours simples à trouver et que la pire des réponses, c'est la politique des slogans. Voilà, je le dis pour le Parti socialiste et je le dis aussi pour ma propre famille politique. On ne répondra pas, si on répond par les slogans, on ne fera que le jeu des extrêmes. Et si jamais on a le pouvoir avec une politique des slogans, avec des campagnes de slogans, on n'arrivera pas à exercer le pouvoir. C'est ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive aussi au Parti socialiste aujourd'hui après la campagne présidentielle. C'est-à-dire
la déconnexion entre la campagne présidentielle et son simplisme, au fond, et puis la redoutable épreuve du pouvoir, donne le résultat auquel on est confronté. Excusez-moi, mais c'est étonnant quand même de ne pas réussir à concevoir un vote d'adhésion qui soit différent du Parti socialiste ou de l'UMP. C'est-à-dire quand on vote pas socialiste ou UMP, c'est forcément un vote de rejet, de colère, populiste. À un moment donné, vous venez de décrire précisément, pardonnez-moi, mais l'incompétence de votre famille politique dans différents domaines. Vous pouvez comprendre qu'à un moment donné, les Français se disent, tiens, si on essayait des propositions politiques différentes, non, je comprends que ce soit au niveau européen ou au niveau national. Je me refuse à entendre qu'aujourd'hui, on considère que chaque fois 20% des Français ont une espèce d'instinct vulgaire, là, de colère. Bon, à un moment donné, c'est pas vulgaire, je crois la colère, très honnêtement qu'il y a un vote d'adhésion à un projet qui est différent du vôtre, parce que la preuve en est, votre programme et votre projet n'a pas fonctionné. Voilà, a échoué, malheureusement. Non, mais Jean-Pierre Mercier, vous savez bien que la plupart de vos propositions, comme celles de tous les partis extrêmes, qui sont d'excellents instruments d'expression de la colère... Nous sommes d'extrême maintenant. Je crois que nous ne sommes pas d'extrême droite, M. Guénaud. Vous avez pas dit d'extrême droite, j'ai dit extrême. Extrême. Tout court, très bien. Vous êtes inhumain, mais pas extrémiste, c'est ce que vous avez dit. Et inhumain aussi, c'est le propre des partis extrêmes, c'est qu'ils refusent de prendre en compte la complexité humaine, morale et sociale du pouvoir. Donc c'est... N'ayant jamais exercé le pouvoir... C'est facile de se cacher derrière ça. Non, pas du tout. Je ne me cache absolument pas derrière ça. Simplement, c'est facile de dire, il n'y a qu'à... la plupart des propositions que vous faites, comme celle d'ailleurs de M. Mercier, sont parfaitement inapplicables. On ne va pas résoudre le problème du chômage, M. Mercier, en interdisant les licenciements. Ça n'est pas vrai. Par contre, en donnant de l'argent au patron, ça, vous avez résolu le chômage. C'est-à-dire en donnant de l'argent au patron, en faisant des exonérations, bien sûr, plus de cotisations sociales, plus d'impôts, etc. Bien sûr, vous avez résolu le chômage, tout comme le gouvernement... il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus d'impôts. Vous avez bien regardé la réalité, il n'y a plus de cotisations, il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de charges. Pour les grands patrons, pratiquement. Non, je crois que c'est pas une blague. Tout à fait. Il faut quand même essayer de rester dans un cercle où on arrive à discuter de choses qui sont vérifiables. Parce que si on commence à dire les uns et les autres absolument n'importe quoi sans rapport avec la réalité, là, notre dialogue est le plus difficile. Je voudrais juste que Jean-Pierre Mercier nous dise si, oui ou non, lui appelle à un vote sanction que je qualifierais de gauche. Pas de gauche. Un vote sanction, un vote de colère, et je le revendique, un vote de colère ouvrier. Pas un vote de colère de gauche. Parce qu'aujourd'hui, la gauche et la droite, quand on regarde la politique de Sarkozy, quand on regarde la politique de Hollande, on subit exactement les mêmes attaques. Le chômage explose, on nous fait les poches, exactement comme avant, on paye de plus en plus d'impôts pour avoir de moins en moins de services. Oui, aujourd'hui, ces élections municipales, elles vont avoir un caractère national. Parce que, qu'on me la fasse pas, n'importe quel maire qui soit de gauche, de droite, de toute façon, il sera étranglé par le gouvernement. Il sera étranglé par la politique de restriction budgétaire, il sera étranglé par le chômage, que sa ville subira, que ses citoyens subiront. Et c'est évident que la solution, elle n'est pas là. La solution, elle est alors c'est nos idées, on est les seuls à les porter, on est les seuls à les défendre. C'est un vote de colère et aussi un vote où on doit défendre des intérêts en tant que travailleurs. Il faut que dans ces élections, les travailleurs, ils puissent faire entendre leur voix. Comment expliquez-vous, parce que la défiance, la méfiance ou la déception, c'est aussi de la dépolitisation. Et comment expliquez-vous que les déçus de la gauche ou du monde ouvrier ne se retrouvent pas plus chez vous, au front de gauche, mais qu'on en voit partir de plus en plus au Front National? Ça doit quand même vous interpeller. Alors on en voit déjà beaucoup partir, se réfugier dans l'abstention, oui, parce qu'il y a une démoralisation, il y a une dépolitisation. Et là, la gauche au gouvernement, elle en est extrêmement responsable. Et bien sûr que les idées réactionnaires, nuisibles, de division qui sont véhiculées par la droite et par l'extrême droite, évidemment qu'aujourd'hui le Parti socialiste en porte l'entière responsabilité. Quand on entend un ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui ose se dire socialiste, mais qui arrive à aller chercher dans les poubelles du Front National pour sortir des avalanches xénophobes contre les Roms, c'est-à-dire que là, les vannes sont ouvertes. C'est-à-dire que même, soi-disant, à gauche,
on est capable en tant que responsable politique de prendre le bouc émissaire. Alors aujourd'hui c'est le Rome, hier c'était le Juif, ou c'était l'Arabe, ou c'était le Noir. Ça c'est extrêmement facile de faire des voix là-dessus. Franchement, Nous, le problème, je finis. Non mais vous finissez pas, vous commencez, sûr, vous êtes bien en sûr. ligne en permanence. Ça fait écoutez, 60 ans que parler. vous racontez des choses pareilles. Écoutez, qui ont j'ai pas conduit, votre âge, y excusez-moi, j'ai pas y votre compris, âge. non mais vous appartenez à une organisation politique qui a conduit quand même un continent dans les échecs considérables du communisme. Vous continuez maintenant à désespérer absolument, à refuser de voir. Non, monsieur, je vous le dis. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Vous êtes à PSA. Si PSA existe aujourd'hui, c'est grâce à ce gouvernement. Vous n'êtes même pas capable de le reconnaître. Si PSA existe aujourd'hui parce que l'action du gouvernement a permis sa recapitalisation. Voilà. Et des gens comme vous, à Goodyear et à eux, amènent les entreprises complètement à se fermer. Votre négativisme, votre radicalité aboutit à ce que nous n'avançons pas. Moi, je suis un réformiste. L'éducation dans ce pays, elle s'est faite doucement avec le réformisme. S'il y a une sécurité sociale, c'est parce qu'il y a eu des réformistes. S'il y a une démocratie dans ce pays et que vous pouvez venir parler ici, c'est parce qu'il y a des réformistes. Moi, je suis un réformiste. Je ne suis pas comme vous un radical, mais simplement nous essayons de changer la vie d'une façon raisonnable, avec l'ensemble de la société. Voilà ce que nous faisons. Alors vous avez bonne raison de vous appuyer sur la colère. Bien sûr que cette colère existe, bien sûr que les difficultés existent, mais ce que vous faites, ce n'est jamais d'aller dans le sens de l'évolution positive de la société. Vous ne faites que rajouter un certain nombre de choses négatives. Vous avez fini votre couplet, là. Vous avez voilà, fini le couplet. j'ai fini. Là, je vais vous répondre. Merci. Oui, moi, mes camarades, ils sont en train de se faire licencier à PSA. Et quand il y a 800 millions d'argent public qui vont se mettre dans une caisse d'une entreprise à 100% privée, qui continue à licencier, demain, le 14 mars, ça veut dire demain, à l'usine de Poissy, il y a 700 jeunes intérimaires qui vont être licenciés. Et ça, avec les 800 millions du gouvernement. Et là-dessus, même Marine Le Pen, elle a été d'accord avec Moscovici, elle est d'accord avec Copé. Elle dit c'est une bonne chose que l'argent public doit s'engouffrer, encore une fois, dans les caisses privées d'une entreprise qui licencie à tour de bras. Ne doit pas prendre de participation. Attendez-moi, l'État ne doit pas prendre de participation à PSA. Bien sûr que c'est un vrai scandale. Mais non, il fallait faire payer la famille Peugeot, qui est multimilliardaire, qui s'en est mis plein les poches depuis des années par notre travail. Parce que c'est nous qui nous levons le matin à 5h30 et qui fabriquons les voitures. Vous croyez qu'elles se fabriquent comment, les voitures? Bien sûr que c'est avec notre sueur, c'est avec nos coudes, avec nos poignets qui sont complètement démontés. Mais ça, vous pouvez pas le savoir, parce que vous y êtes jamais dans les usines. Sur les parkings d'usines, vous n'avez pas le monopole de l'existence sociale. Quand c'est les élections, vous y êtes. Et à PSA Aulnay, on n'a jamais vu un responsable du Parti Socialiste venir nous soutenir. On les a eu en face de nous. On sait ce qui s'est passé à PSA aussi, la manière dont vous êtes intervenu sur les autres salariés. Moi, j'ai combattu la fermeture de l'usine d'Aulnay, contrairement au Parti Socialiste. Contre les salariés d'Aulnay. J'ai eu le tort de vous mettre l'un à côté de l'autre, mais en même temps, non, mais cette fracture qui vous oppose, elle est historique dans l'histoire de notre pays, et elle est en train de vivre en direct à la télévision. Encore une fois, ni les uns ni les autres n'ont résolu le problème du chômage, n'ont résolu les grands problèmes que le monde du travail aujourd'hui vit, c'est-à-dire le pouvoir d'achat qui est complètement massacré, les emplois d'où nous, on est les victimes des licenciements des grands groupes industriels, banquiers, etc. Ils n'ont pas résolu un seul des problèmes. Et oui, il faut, face au patronat, des mesures contraignantes. Mais les Français n'ont ni les uns ni les autres ne voulaient imposer à la famille Peugeot, par exemple. Mais les Français jusqu'ici n'ont jamais épousé vos thèses. Sinon, ils vous auraient porté au pouvoir. Je n'empêche pas qu'ils vous écoutent. Je vous donne une explication. Attendez, je vous fais remarquer. Je vous donne une explication sur cette Ils sont d'accord. Oui, nous, on a le langage de la vérité. Ça veut dire qu'on ne dit pas voter lutte ouvrière et on s'occupe du reste. Ce qu'on dit aux travailleurs, c'est qu'il va falloir prendre notre sort en main, c'est qu'il va falloir se battre. Parce que les seules fois dans la France, dans l'histoire de France, les seules fois où la vie a changé, c'est en juin 36, c'est en mai 68, quand la classe ouvrière, elle a relevé la tête et puis qu'elle s'est défendue en tant que classe ouvrière. Henri Guénaud. Oui, enfin, en 36, Léon Blum, c'était pas franchement. C'était pas lutte ouvrière. C'était pas lutte ouvrière. Oui, mais c'est la grève qui a obtenu les congés payés. C'est pas Léon Blum. C'était même pas dans son programme électoral. Arrêtez. Deux remarques. C'est pas parce que, et c'est vrai, ni la gauche ni la droite n'ont résolu le problème du chômage que vos solutions vont permettre de vaincre le chômage. Qui peut penser quel esprit tordu peut penser qu'en interdisant les licenciements, on va régler le problème du chômage? Je ferme cette parenthèse. La deuxième, c'est que, imaginez, c'est une décision du gouvernement que j'ai approuvée, que le gouvernement n'ait pas accepté d'entrer dans le capital de Peugeot. Bon, Peugeot aurait fait faillite.
Mais non, Voilà, c'est mais faux. si, monsieur Mais Mercier, c'est vous le faux. savez. Deuxièmement, parce qu'il y en a Vous pas dites pour la gauche. exactement le même langage que Marine Le Pen. Il faut défendre la famille Peugeot et lui donner des sous. Voilà. Pendant la crise c'est pas la famille financière, Peugeot. pendant la crise financière, si le gouvernement à l'époque, non plus de M. Hollande mais de M. Sarkozy, n'avait pas fait la trésorerie de Renault et de Peugeot, les deux entreprises auraient déposé leur bilan. Voilà la vérité. Et alors il n'y aurait pas eu des licenciements, il y aurait eu tout le monde dehors. Je veux dire, moi, Et oui, dernier mais mot là-dessus. c'est ça la réalité. Petite parenthèse, parce qu'en fait, Et on passe au remaniement. Le grand drame de l'automobile en France, c'est l'euro. C'est l'euro trop cher et c'est le fait qu'on vende des voitures et qu'on exporte des voitures qui sont trop chères. Donc je crois que si, justement, lutte ouvrière acceptait de poser aussi ces débats-là, ça permettrait d'avancer. C'est pas nouveau, ça fait longtemps que maintenant la classe ouvrière vote beaucoup pour le Front National. Déjà en 2002, on avait constaté un fort vote de la classe ouvrière et ça assez logiquement parce que eux veulent qu'on défende leur emploi. Or, vous appartenez à une formation politique dite de tradition internationaliste, c'est-à-dire qui se refuse à défendre le territoire national, à mettre des quotas d'importation, des droits de douane, à faire du protectionnisme, à défendre donc la monnaie nationale qui est l'euro. Et en cela, vous soumettez à la concurrence déloyale des secteurs entiers, des pans entiers de l'emploi dans lesquels se trouve justement le milieu ouvrier et prolétaire. Et donc, qui de ce fait-là, il y a également la question de l'immigration, dont on sait, vous savez, vous appartenez également à une famille politique proche des communistes. On se souvient de Marchais qui, à l'époque, disait que l'immigration était utilisée par le patronat justement pour tirer à la baisse sur les salaires. C'est encore le cas aujourd'hui. Et comme vous vous refusez à voir ces problèmes-là, de fait, en effet, vous avez une classe ouvrière et prolétaire qui, de plus en plus, se tourne vers Marine Le Pen parce que vous n'êtes pas cohérent dans votre message. Et vous êtes, pour le coup, vraiment dans des mesures qui sont totalement caricaturales, l'interdiction des licenciements ou le refus, pour le coup, de l'aide de l'État pour sauver les emplois. Et donc, de fait, au bout d'un moment, vous en payez le prix. Et c'est pour ça que vous êtes une formation politique qui est dérisoire et qui, pour le coup, je crois, est vraiment dans la colère et la caricature. Réaction d'Alexis Brézet. Et ensuite, on parle du pacte de responsabilité. Juste une petite remarque. Je ne suis pas d'accord avec les solutions du Front National qui dit on va pouvoir fermer les frontières ou sortir de l'euro du jour au lendemain. En revanche, non, justement, en revanche, pas fermer les frontières, c'est les contrôler. En revanche, il est vrai que la question de l'Europe, elle est posée et elle va l'être de plus en plus au cœur du débat, au cœur du débat économique et social national. Voilà, on ne pourra pas échapper à cette question. Ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, Alexis Brézet. Juste un mot pour dire que Il ne peut pas continuer ce comme dialogue, ça. C'est la politique de Mme Merkel que Sarkozy est allé voir avant-hier pour la soutenir. C'est là où vous avez quelques contradictions, Monsieur Guénaud, parce qu'effectivement, vous avez raison. Il faudrait une autre politique économique en Europe, mais je dois dire que ça présuppose qu'il y ait une autre majorité. Et j'aimerais bien qu'Alexis Brézet puisse prendre la parole. Merci. Ce qui me frappe dans ce dialogue vigoureux que vous venez d'avoir, je pense qu'il nous ramène peut-être aussi au municipal et aux difficultés que les socialistes vont rencontrer au municipal. C'est-à-dire que, sincèrement, je ne crois pas que ce soit le problème de la campagne. Je ne parle pas des voix de lutte ouvrière, mais l'audience de lutte ouvrière, elle est plus forte sur ce plateau qu'elle ne l'est dans la réalité sociale de ce pays. Je ne vous parle pas de lutte ouvrière en particulier. Je parle de la difficulté sur ce plateau, que vous allez avoir. C'est moi qui ai combattu pour la démocratie, pour que vous soyez là. Je parle de la difficulté que vous allez avoir à mobiliser l'électorat de gauche qui s'est manifeste dans la bouche du représentant de lutte ouvrière, mais sans doute d'autres pensent la même chose. Électorat de gauche qui est déçu, qui dit on n'en a pas eu pour notre argent. Non, Alexis Brézet, la gauche c'est pas lutte ouvrière, je vous assure. Vous aimez bien ça, de voir la gauche comme ça, parce que celle-là, je vous dis que vous allez vous elle a retrouver. vocation à ne pas être majoritaire, effectivement, vous l'avez remarqué. Et Mais ce n'est pas la gauche lutte ouvrière. Non, d'ailleurs lui-même ne le souhaite pas, qu'on le dise. Vous allez vous retrouver pris entre une droite très radicalisé, radicalisé, très hostile au gouvernement et à François Hollande et à la politique qui menait, presque portée sans doute par un certain nombre de sujets sociétaux que vous avez mis sur le tapis, presque portés à incandescence, et qui, même si elle n'est pas convaincue par l'UMP, va vouloir sanctionner le gouvernement, et c'est normal. Et puis vous allez avoir de l'autre côté un électorat de gauche qui, en partie, je ne vous dis pas tout, mais qui est déçu, qui dit ça n'a pas marché, on n'en a pas eu pour notre argent, ils n'ont pas réussi ce qu'ils nous avaient promis. Et donc avec une droite qui est radicalisée, mobilisée, et une gauche qui est démobilisée, il y a peu de chances que ce soit un triomphe électoral. Et ça amène une double question, Jean-Marie Le Guen. Pour faire vivre le pacte de responsabilité, qui est finalement le grand rendez-vous que nous fixe le président de la République dans les semaines à venir, on s'interroge de plus en plus sur la nécessité d'un remaniement. Est-ce que vous pensez que c'est un outil qui peut faciliter la mise en place de ce projet ? Oui, je le crois. Je crois qu'il y a une équipe un peu rafraîchie pour porter le pacte de responsabilité.
Le discours sur le pacte de responsabilité du président inaugure à l'évidence une accélération politique. C'est un événement politique fort. Et donc, quelque part, il y a une nouvelle donne. Donc, vraisemblablement, à un moment qui ne m'appartient pas de commenter, il y aura un nouveau gouvernement. Je crois que ce qui est très important en plus, c'est qu'au-delà de tout ça, et c'est là où je m'inscris en faux, je crois qu'en profondeur, les Français sont d'accord pour une politique. Il y a une majorité centrale dans ce pays pour avoir une politique de réforme pragmatique. Et je ne crois donc pas du tout à la vision développée soit par Lutte ouvrière, soit par Le Figaro, qui nous renvoie à des visions, j'allais dire, extraordinairement traditionnelles, totalement dépassées de la réalité française. Je pense qu'il y a une majorité, une très large majorité de Français qui veulent la justice, mais qui savent que nous devons nous réformer et qu'il faudra pour cela faire des efforts. Je crois qu'ils refusent des solutions extrêmes, qu'elles soient extrêmement libérales parce qu'elles seraient trop dures au plan social. Je pense qu'ils refusent fondamentalement les idées xénophobes et en tout cas d'aventurisme anti-européen du Front National, et il n'y a aucune écoute pour des idées de la gauche de la gauche. Donc tout va bien. Vous êtes à 20% dans les sondages et tout va bien. Vous parlez de majorité centrale, ça veut dire que vous vous adressez aussi aux centristes. Je pense que nous avons la possibilité, nous, la majorité actuelle, si nous sommes capables de nous dépasser, de sortir effectivement, y compris de l'équation de l'élection présidentielle, qui de ce point de vue était très liée au caractère très irritatif de la personnalité de M. Sarkozy. Je pense que nous avons d'abord une situation politique, sociale, elle a été décrite, je n'y reviens pas, mais économique, financière, historique. Nous sommes dans une situation de très grande gravité de ce pays. Et je pense que ce que fait François Hollande, ce que nous allons faire dans ce pacte de compétitivité, c'est d'appeler à un rassemblement national, patriotique y compris, pour surmonter, pour opérer un certain nombre de réformes qui sont nécessaires. Et je pense que nous pouvons trouver le soutien d'une majorité de Français autour de ça. Vanessa Schneider, réaction. Et par ailleurs, est-ce que vous en savez plus? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'on est en train d'aller, en effet, vers un remaniement qui devrait venir dans les jours qui viennent? Dans les jours qui viennent, en tout cas, je pense pas. En tout cas, pas avant les municipales. Ça serait totalement absurde. Entre les municipales et les européennes, peut-être, sachant que ça ne résoudra aucun des problèmes de François Hollande. François Hollande, il a plusieurs types de problèmes avec sa majorité. Il a évidemment, on l'a évoqué, le pacte de responsabilité qui a été accueilli par certains socialistes et y compris par une partie de la droite modérée, qui a été plutôt bien accueilli, mais qui a aussi déçu une partie de la gauche du PS et des partis alliés. Donc ça, c'est une vraie déception qui se mesure dans les sondages. Et à ça, c'est ajouté d'autres problèmes. Je parle uniquement des problèmes politiques et évidemment pas des problèmes économiques qui sont le sujet central, la préoccupation centrale des Français, à savoir l'incapacité à résoudre le problème du chômage et à inverser la fameuse courbe. Mais d'autres problèmes politiques qui sont le recul sur la loi famille, qu'à mon avis vous allez payer assez cher, chez des électeurs de gauche, des électeurs socialistes qui disent bon d'accord, on nous fait avaler le pacte de responsabilité, mais au moins si on pouvait tenir sur certaines réformes de société et ne pas se déballonner devant 3 manifestants, ça aurait été pas plus mal. Donc déception à ce niveau-là d'une certaine partie. La manif pour tous, on ne peut pas appeler ça 3 manifestants. Non, non, je caricature. Je vous dis que les candidats socialistes entendent dans la rue et quand ils sont interpellés par leurs propres électeurs. Il y a des électeurs socialistes qui n'ont pas compris ce recul sur une loi qui, pour le coup, en plus, pouvait trouver un consensus assez général. Et le troisième point, qui est assez récent, c'est le cafouillage avec les Verts, où là aussi il y a incompréhension, c'est-à-dire entre ce que Jean-Marie Le Guen appelle de ses voeux, à savoir une sorte d'union nationale, si je comprends bien, plutôt avec les centristes. Non, pas du tout, c'est absolument... le paradigme de François Hollande, je pense à une majorité de Français qui veulent tout simplement que les choses bougent dans ce pays. Vous ne voulez pas bouger dans le même sens, c'est ça le problème, vous ne voulez pas bouger dans le même sens. Les Verts ne veulent pas bouger dans le même sens qu'une grande majorité du PS. Donc là, il y a voilà. Donc avant de parler de remaniement, il faudrait déjà redéfinir les contours de la majorité, savoir que François Hollande sache ce qu'ils veulent faire, et après on parlera des questions de personnes qui sont très limitées, les questions de personnes, pour tout un tas de raisons, on en reparlera peut-être. Henri Guénaud, vous étiez à l'Élysée avec un Premier ministre qui est resté du début à la fin. Et on annonçait quand même régulièrement... Et c'est probable que ça soit le cas encore cette fois.
des remaniements, d'où la question, c'est est-ce qu'un remaniement, ça peut servir à quelque chose ? Un électrochoc, qu'on approuve ou pas la politique. Le remaniement sert à quelque chose quand on décide de changer de politique ou d'infléchir la politique et qu'on change ceux qui vont la mettre en œuvre. Mais vous savez, c'est très compliqué la vie politique aujourd'hui, et en particulier la vie des partis. Monsieur Le Guen, il n'incarne pas tout le Parti socialiste. Il a des positions qui sont les siennes, qui sont différentes de beaucoup de ses collègues députés. Par exemple, Monsieur Le Guen était partisan de la TVA sociale. Et moi, si demain le Parti... Si vous voulez, je peux expliquer pourquoi, comment... Non, mais vous avez... C'est pas... Non, mais on va pas sous la forme sarkozyste, exactement. Ouais, enfin, voilà. Je me souviens de la tribune que vous aviez co-signée avec Monsieur Valls. Je peux en partager l'essentiel. Et donc, si demain, Monsieur Le Guen déposait une proposition de loi pour faire massivement de la TVA sociale, je la voterai avec joie. On a fait une TVA à 0,5 là. Certains de mes amis craignaient que ça soit un effet absolument considérable sur les prix, sur le pouvoir d'achat. On s'est aperçu que ça a eu quasiment pas d'effet. D'ailleurs, moi, j'ai pas critiqué puisqu'elle correspondait à une baisse des charges par ailleurs. Mais alors, Monsieur Le Guen, il est comme nous tous, hein, et en plus, il est dans la majorité. Chaque fois quelque chose passe, il l'attrape. Il se dit c'est toujours ça de prix. Donc, on lui donne le pacte de stabilité, qui est quand même une version très édulcoré, très déformé pacte de responsabilité. Oui, pardon, pacte de responsabilité. Moi aussi, je la fais souvent. De la TVA sociale. Il dit c'est merveilleux. En réalité, ça correspond absolument pas à ce qu'il souhaite sur le fond. Mais il pense, mais non, parce que vous avez déjà parlé sur ce sujet. Mais il se dit bon, on a pris un peu. Encore une fois, c'est toujours ça de prix, mais c'est très compliqué si vous faites un remaniement ministériel. Il va falloir tenir compte de toutes les sensibilités. Le problème est de savoir à laquelle vous allez donner un poids prépondérant. Est-ce que c'est à la sensibilité? Vous nous dites, un changement de gouvernement, ça se fait aujourd'hui, c'est vrai pour tous les partis. C'est la grande difficulté d'ailleurs de notre vie politique, c'est qu'ils sont extrêmement divers. Ce sont donc plus des creusets idéologiques. Pardonnez-moi, vous venez de nous dire qu'un changement de gouvernement ou un remaniement, ça doit se faire sur des axes politiques qui initient quelque chose de neuf. Oui, là, on peut imaginer que le remaniement se fasse pour faire vivre le pacte de responsabilité. Oui, enfin, le pacte de responsabilité, c'est un événement qui ne va pas plaire à tout le monde en disant, mais le fait que le patronat et les organisations syndicales, ou en tout cas un certain nombre d'entre elles, travaillent ensemble sur le fond, sur la compétitivité de notre entreprise, sur un certain nombre de réformes essentielles, à la fois de la vie de l'entreprise, mais aussi de notre capacité à exporter, mais aussi demain sur le fonctionnement de l'État. C'est des choses très importantes. C'est par cette capacité de rassemblement et de dialogue qu'on arrivera à faire bouger la société française. Je ne suis pas sûr qu'avec l'accord de tous les corps intermédiaires, on arrive vraiment à faire bouger la société, mais en tout cas dans le bon sens. Mais juste une remarque, le pacte de responsabilité qui va sortir de ces négociations ne ressemblera en rien à ce que le président de la République avait annoncé. Il avait annoncé des baisses de charges avec des contreparties. Il n'y aura pas de contreparties parce que ça n'est pas possible. Et vous-même, vous le savez. Non, c'est pas les contreparties au sens où vous l'avez entendu avec le pins de monsieur Gattaz de 1 million d'emplois. Si c'est ça, vous avez raison. Mais il y aura des contreparties négociées par branche qui seront très significatives. Branche par branche? Mais non. Je le crois, oui. Je ne vais pas me substituer aux partenaires sociaux, mais si j'ai bien compris. Vous savez que ça ne ressemblera en rien à ce qu'a annoncé le président de la République pendant sa conférence. Alexis Brézet, et j'aimerais vous me faites parler, ne faites pas parler le président de la République à tout le monde. Alexis Brézet et ensuite Marion Maréchal Le Pen et Jean-Pierre Mercier. François Hollande s'appuiera probablement sur cette question du pacte de responsabilité pour justifier le fait qu'il y a un nouveau Premier ministre, qu'il faut un nouveau départ autour de ce nouvel horizon qui est le pacte de responsabilité. Je pense qu'effectivement, ça ne changera pas grand-chose parce que... Un nouveau Premier ministre, c'est possible? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Je pense que le souhait de François Hollande serait d'essayer de faire durer Jean-Marc Ayrault le plus longtemps possible. Mais il y a un moment où on n'a plus le choix. Et je crois qu'on n'est pas loin de ce moment et qu'au lendemain des municipales, si elles sont une raclée pour les socialistes, à ce moment-là, François Hollande n'aura plus le choix parce qu'il faudra un coupable. Et qu'est-ce qu'il fera après la deuxième raclée des Européennes qui risque d'être encore plus importante? Lui, il préférerait évidemment le faire le plus tard possible. Mais il est possible qu'il n'ait plus le choix. Et puis en plus, deuxième question, pour cette affaire de pacte de responsabilité, c'est vrai qu'il y a une logique à nommer un nouveau Premier ministre qui sera investi de la confiance autour du pacte de responsabilité, plutôt que de
voter la confiance à Jean-Marc Ayrault sur cette affaire pour dire finalement après les européennes on s'en débarrasse, ce dont tout le monde parle et ce qui du coup l'affaiblira. C'est quand même plus logique d'avoir un Premier ministre pour appliquer ce fameux pacte mais il est d'accord avec ce pacte, Jean-Marc Ayrault. Bien sûr qu'il en est d'accord, mais si on sait que c'est pas lui qui le met en œuvre, mais j'en reviens à la question de fond. François Hollande va nous dire que c'est un nouvel horizon ce pacte de responsabilité. C'est une blague. Mais c'est une blague. Je vous dis pas que c'est mal. Mais rajouter 10 milliards de baisse de charges à 20 milliards de baisse de charges qu'il y a eu l'an dernier dans le cadre du CICE. Rappelez-moi quand est-ce que le Figaro a annoncé que le gouvernement, la majorité précédente avait fait 30 milliards de baisse de charges. Mais on amène une diminution de 50 milliards de la dépense budgétaire. Le Figaro a dit, quand vous avez dit que vous faisiez le CICE et que vous alliez baisser les charges, que ça allait dans le bon sens. Mais enfin, c'est pas avec ça qu'on va changer l'horizon politique, qu'on va faire la révolution. Excusez-nous, on essaye d'avancer sérieusement. 30 milliards d'euros sur la marge des entreprises, ça va pas plaire à tout le monde, je le crois. Mais nous assumons parce que nous savons que beaucoup d'entreprises aujourd'hui auront besoin de cette marge supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe quand on baisse les charges d'une entreprise? D'abord, elle reconstitue ses marges. Ensuite, éventuellement, avant ça, elle essaie peut-être de baisser ses prix pour conquérir des parts de marché. Et puis ensuite, elle investit. Et puis ensuite, elle recrute. Et pour ça, éventuellement, pour ça, il faut des mois et des mois. Donc, c'est pas d'abord demain. Et ensuite, si aujourd'hui vous interrogez, pardon, juste un mot, vous interrogez un chef d'entreprise, il vous dit oui, les charges c'est un problème, mais il a 1000 autres problèmes que la question des charges. Il va vous dire mon problème, mais bien sûr, c'est la non-flexibilité du travail, c'est le fait que je recrute pas un gars parce que si je le recrute et si j'ai des difficultés, je n'arriverai pas à m'en séparer. Il va vous dire très bien ce que vous nous dites, Alexis Brézet. Ça changera pas. Ça ne justifie pas de ne pas engager certaines mesures si on pense qu'elles sont positives. positives. Mais ça ne justifie pas de dire que c'est une révolution culturelle et que ça va tout changer. Je le crois, moi. Parce que le chemin qui est pris est le chemin du dialogue social sur des objectifs qui sont ceux de la compétitivité. C'est une révolution culturelle pour le J'aimerais qu'on Parti entende socialiste. Marion Maréchal Le Pen, excusez-moi. C'est une révolution culturelle pour le Parti socialiste, mais c'est pas une révolution. Voilà, le Parti socialiste a découvert que la terre était ronde. Et puis comment allez-vous le financer? De la façon dont vous allez le financer dépendra le résultat aussi. Le remaniement. Alors, juste pour rebondir très rapidement sur le pacte de responsabilité, parce que du coup, c'est un petit peu en lien avec le pacte, bien sûr. Déjà, je suis très heureuse de voir enfin une lueur de lucidité au sein de la classe médiatique et politique, parce que quand nous a annoncé ce pacte de responsabilité, c'était absolument extraordinaire. C'était le grand tournant. Il a enfin compris. Il va changer sa politique. Voilà. Donc, tout le monde était émerveillé, y compris à l'UMP. Vous, peut-être pas. Mais, en l'occurrence, voilà, y compris la France, la presse, et c'est vrai également. Donc, là, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de lucidité. C'est une bonne chose parce qu'en effet, ce pacte de responsabilité, pour l'instant, est une incantation. On ne sait pas comment il va être financé. On ne sait pas exactement quelle va être la mesure de la baisse des charges. On sait pertinemment, et ça a été dit, qu'il n'y aura pas d'impact sur l'emploi massif parce que vous l'avez dit, ça va surtout profiter aux gros groupes, mais les TPE, PME vont pouvoir gagner un tout petit peu de marge, mais en réalité, tant qu'on ne relancera pas la demande, il n'y aura pas d'embauche, parce que c'est la demande qui permet aux entreprises et les incite à embaucher. Sur le remaniement, de fait, comme il n'y aura pas de tournant politique, est-ce que ça justifie vraiment? Moi, ça me donne surtout le sentiment, on voit que le peuple est mécontent, donc d'une certaine manière, on lui accorde le remaniement parce qu'on ne va pas lui accorder quelque chose de plus important, comme par exemple une dissolution. Donc, de fait, on lui accorde le remaniement. La vérité, c'est que ça ne va pas avoir de grandes conséquences parce que le gouvernement de la France aujourd'hui est un gouvernement technique. Les grandes orientations se prennent à Bruxelles, c'est une réalité. Donc voilà, que ce soit tel ou tel, ça donne les chaises musicales. Il y aura peut-être un gouvernement resserré, on en parle à chaque remaniement, ce sera peut-être pas plus mal, puisque vu les couacs et les distensions qu'il y a au sein du gouvernement, faudrait peut-être resserrer un peu les rangs, mais il y aura plus de secrétaires d'État. Voici, chez Peugeot, un remaniement, ça veut dire quelque chose? Ça veut dire strictement rien du tout. Si vous voulez, pour quelle politique? À la rigueur, le remaniement qui clarifierait les choses, ça serait de mettre M. Gattaz comme Premier ministre, comme ça serait clair, au moins ça correspondrait à la réalité. Une politique pour les patrons, faite par un patron, ça irait beaucoup plus vite. Et je remarque que tout le monde est d'accord sur le fait que le gouvernement a raison, encore une fois, d'exonérer le patronat au sens large du terme des charges, des cotisations, 20 milliards, 10 milliards. Monsieur Le Guen qui dit la droite n'a pas osé faire ça, nous on le fait. Voilà, on en fait encore plus que la droite. La droite avait commencé, la droite avait commencé, la gauche le finit. Non, merci il a Monsieur abrogé d'abord avant de revenir dessus. Tout ça pour dire quoi que en fait, que ça soit les uns ou les autres, mais ça c'est l'aveu
eux-mêmes qui l'avouent. Que le coût du travail, ça compte. Y compris avec Madame Le Pen, qui dit voilà, il faut encore donner encore plus d'argent. Il faut aider les entreprises. Ce ne sont pas les adversaires, ce ne sont pas des ennemis. Ils créent de la richesse, ils créent de l'emploi. Vous dites n'importe quoi et je vous répondrai sur la classe ouvrière. Je vous répondrai sur la classe ouvrière. Oui, parce que c'est les grands groupes du CAC 40 qui dirigent la société, qui dirigent l'économie. C'est pas les TPE qui dirigent. Les TPE, en France, ce sont pas des ennemis. écoutez, 30 secondes. Les TPE se font étrangler par les grands groupes industriels. C'est une évidence. Juste, je voudrais simplement répondre à la question de Monsieur Calvi. C'est évident que aujourd'hui, le gouvernement actuel comme le gouvernement précédent, c'est à fond perdu de l'argent public qui est déversé dans les caisses des entreprises privées, parce qu'on ne veut absolument pas contraindre les grands groupes industriels à stopper l'hémorragie du chômage en interdisant les licenciements, parce que ça serait, mine de rien, la seule mesure qu'il faudrait imposer aux patrons pour stopper le chômage, répartir le travail entre tous les salariés pour qu'on puisse simplement travailler moins durement et qu'on puisse gagner tous plus. Travailler. Alors ça coûterait de l'argent, vous allez me répondre, évidemment que ça coûterait de l'argent, mais je peux vous dire, si simplement le cas de PSA, la famille Peugeot est riche à milliards, comme Bettencourt, comme tous les grands groupes industriels, les actionnaires aujourd'hui sont pleins aux as. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les bénéfices des entreprises du CAC 40 qui ont encore augmenté. C'est l'année dernière les 500 familles les plus riches de France qui ont trouvé le moyen d'augmenter leur fortune de 25% en pleine crise économique. Alors, simplement pour vous répondre sur la classe ouvrière... Vous êtes d'accord pour dire que ça ne rend pas compte de l'ensemble du patronat français? Mais bien sûr on voit des petites entreprises avec un gars qui boulonne avec 2 autres gars. Ils sont 3. Enfin, mais même pire, même les entreprises qui ont une centaine de salariés... je crois que le salaire moyen des patrons français est de 4 000 euros. Écoutez, même les entreprises qui ont une centaine de salariés se font étrangler par les grands groupes industriels. Si on prend... Par exemple, la filière automobile, c'est évident que Renault et PSA étranglent Valeo, étranglent tous leurs fournisseurs, tous leurs sous-traitants. Et c'est chez eux qu'il faudrait commencer par imposer des mesures contraignantes et pas simplement leur donner à fond perdu de l'argent qui a été fait depuis des décennies où on a vu le chômage qui a explosé. Par contre, je voudrais simplement vous répondre sur la classe ouvrière. Évidemment, je vous conteste le fait que vous puissiez représenter la classe ouvrière. Vous savez, dans une entreprise, quand un patron licencie des intérimaires, c'est que derrière, il va s'attaquer au CDI. Vous, le Front National, quand vous vous attaquez aux travailleurs immigrés, derrière, vous allez vous attaquer aux travailleurs français. Vous êtes un parti anti-ouvrier. Et quand on est un travailleur, voter pour le Front National, c'est véritablement se tirer une balle dans le pied. Parce que vous êtes une famille de milliardaires et j'ai jamais vu des milliardaires défendre des ouvriers. Jamais. Au bas mot. Non, monsieur, on est pour la préférence nationale. Nationale, c'est la nationalité qui est mise en avant. Moi, je suis pour les ouvriers d'abord. Je suis pour les travailleurs d'abord. Et le fait d'être français, on peut être français d'origine immigrée comme on peut être français de souche, on bénéficiera de mêmes priorités. Voilà, j'estime que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et si vous voulez vraiment défendre l'emploi en France, il faudra commencer par le défendre d'abord. Par s'attaquer aux actionnaires. Ceux de vos compatriotes. Jamais vous n'allez faire, même oralement. Vous avez raison. Jamais vous allez pouvoir vous attaquer à la famille Peugeot, à la famille Dassault, à la famille Bettencourt, parce que vous êtes du même monde. Vous leur appartenez, vous êtes du même monde. 40, moi, vous dites n'importe quoi. Écoutez, j'étais étudiante il y a 1 an et demi, quoi. Il faut arrêter un moment le délire, quoi. Et vous habitez, votre grand-père, il habite où, à Saint-Cloud, dans un beau château. Donc dites pas n'importe quoi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une injustice, vous avez raison, entre les taux d'imposition des entreprises du CAC 40 et les PME, TPE. Mais ça, on peut le remettre à plat et réfléchir dessus pour que ce soit plus juste. Et pas tomber dans la caricature d'interdiction des licenciements. Ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il y a un vrai mystère et une vraie question à se poser sur l'abstention Alexis Brézé, et est-ce que, oui ou non, tout à l'heure, j'entendais Vanessa Schneider nous dire, voilà, en fonction de ceux qui ne votent pas, ça change les choses, et ça peut avoir un impact effectif sur le nombre de villes qui passeront à droite ou à gauche, ou au Front National. C'est absolument la clé de tout l'abstention. Les municipales sont un scrutin où traditionnellement il y a une forte abstention. Par ailleurs, l'abstention continue de progresser globalement de scrutin en scrutin. Et l'abstention fait que déjà on a du mal à prévoir via un sondage ce que va être le résultat d'un scrutin, parce qu'on demande aux sondés est-ce que vous allez voter? Oui, 80% sont certains. 80% sont certains, mais il n'y en a que moins de 50% qui votent. Donc entre les deux, comment va se répartir l'abstention? Il y en a une partie qui se décide le jour du vote. Et comment va se répartir? La question centrale, c'est celle de l'abstention différentielle. Est-ce que les électeurs de gauche vont s'abstenir davantage que les électeurs de droite? C'est pas impossible. L'abstention est aussi une des clés pour le Front National. Les municipales sont un scrutin qui n'est pas historiquement bon pour le Front National. Pourquoi? Parce que les jeunes et les classes... Non, mais quand on regarde les différents scrutins, parce que les jeunes et les classes populaires se déplacent peu aux municipales, qui sont vos électeurs. Donc l'abstention, dans cette affaire, est centrale, et c'est la chose qu'on ne peut pas prévoir.
Vous pourrez voter si vous le souhaitez les 16 et 23 mars prochains. Non. 23 les 23 et les 30. J'ai dit quoi? 16 et 23. Vous pouvez essayer de voter le 16, mais... J'ai dû me tromper. Je vous fais plus confiance. Heureusement qu'il est là. Donc, C'est les pas la première 23 fois que je rétablis un certain nombre de choses. Manquez pas d'aplomb. Mais là, en l'occurrence, vous aviez raison pour les dates. Merci infiniment pour ces élections municipales, premier et second tour. Et bien entendu, l'ensemble de la rédaction de France 2 sera mobilisé. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Avant de nous séparer, un dernier merci à Brigitte Benkemoun qui l'a préparée, à Tristan Carnet qui vient de la réaliser. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau mot croisé. Je vous laisse une fois de plus avec une femme fatale ce soir. C'est Carole Bouquet, autrement dit, Cet obscur objet du désir, le film de Louise Buñuel. Très bonne fin de soirée et à la semaine prochaine. Dès maintenant, pour plus d'infos, rendez-vous sur France2.fr.